il y a effectivement des conflits d'usage. C'est pas un conflit entre la ville. Dans les villes aussi, il y a des problèmes écologiques. Dans les villes, on discute de supprimer la voiture, de mettre des arbres partout. Vous savez qu'un arbre, je crois que c'est à peu près l'équivalent de 3 climatiseurs. On végétalise la ville, on discute de peindre les toits de Paris en blanc pour faire tomber la température, etc. Donc, on est tous confrontés à la même bataille. Et je crois que c'est important de dire ça comme ça, et du coup, de se rendre compte, y compris que du coup, il y a plus de gens qui quittent les villes, y compris que, si vous voulez, il y a plus de gens qui utilisent leur résidence secondaire beaucoup plus longtemps. Donc, avant, souvent, ils venaient le week-end et un mois l'été, on voit des centaines de milliers de gens qui, en fait, ne viennent en ville que 2 jours et donc qui restent beaucoup plus longtemps dans leur résidence secondaire, ce qui fait qu'ils vont avoir aussi localement plus d'interventions, etc. On est sur tout ça et on est dans une période de déménagement. Il y a des Français qui se déplacent par dizaines de milliers et qui vont s'installer dans les petites villes et à la campagne, pas trop loin souvent. D'abord, là où il y a du numérique, ça c'est évidemment la base de tout, mais c'est un peu pour tout le monde, mais aussi le long des voies de TGV. Et donc, on a tous ces mouvements qui sont... Mais c'est partout, hein. En Chine, il y a 48%, il y a 10% des couples qui ont explosé. Aux États-Unis, il y a 48 millions de salariés qui ont changé de boulot. Donc, la société bouge partout suite à la pandémie et ça va continuer. Et c'est ça que je crois qu'il faut bien voir. Et comment l'agriculture va rentrer dans ce tsunami et pas s'y affronter. Donc, si je retiens bien, donc, une campagne qui est vue, on va parler de la France, hein, mais vue par les Français comme un espace nature à protéger, comme un cadre de vie à protéger, et peut-être quand même de moins en moins comme un espace de production avec peut-être à la clé la remise en cause d'une forme de légitimité des agriculteurs Oui, à produire. oui, alors ça, c'est incontestable. Si vous voulez, il faut bien voir. L'agriculture, c'est 53% du territoire national, hein, et avec des grandes transformations qu'on connaît aussi bien que moi, la remise en question des labours, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est 53%. La forêt, c'est entre 20 et 30%. Ça veut dire qu'en fait, la chance de la France, c'est d'avoir un espace agricole et forestier, parce que la question de la forêt devient de plus en plus importante. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais il est clair que le bois, notamment le bois de construction, va devenir un objet essentiel pour capter le carbone, parce qu'évidemment, le bois qu'on brûle renvoie le carbone, mais le bois qui sert dans les immeubles capte le carbone dans la ville ou dans les travaux publics, les ponts, etc. Donc, si vous voulez, on est là. Ça veut dire qu'on a la chance d'avoir énormément d'espace. Et effectivement, cet espace, il faut qu'il porte un nouveau modèle agricole qu'on ne porte pas bien. Si vous voulez, la France est un pays de pactes, hein. On a eu 3 pactes agricoles qui ont modifié. On est le seul pays avoir bâti la modernité sur l'agriculture. On a fait une réforme foncière, ça s'appelle la Révolution française en 1789. On a partagé les terres aristocratiques et religieuses. On a fait avec Jules Ferry une paysannerie nombreuse de chefs d'exploitation républicaines et on leur a dit la nourriture, c'est pas l'essentiel. Occupez-vous d'être nombreux et fabriquez-nous des soldats. En gros, c'est ce qu'ils ont fait et on a colonisé les pays pour se nourrir. Et puis après est arrivé De Gaulle et De Gaulle a dit nous, on se nourrit et on a le nucléaire, c'est les bases de l'indépendance. Et on se nourrit grâce à la technique et grâce à la chimie. C'est le modèle des années 60 de mon ami Pisani. Bien, ce modèle, il recule, il change. Mais aujourd'hui, on a besoin, et ce n'est pas porté par le politique, on a besoin d'un 4e pacte. Parce qu'effectivement, ce dont on a besoin, c'est d'une agriculture qui, bien sûr, nous nourrit, qui nous habille, qui capte le carbone, notamment en plantant des arbres, mais pas que, parce que l'agriculture capte du carbone, et qui, effectivement, nous produit de plus en plus d'énergie. Et tout ça est produit du bois pour effectivement la construction. Et donc, on a un pacte, si vous voulez, je dirais, d'une agriculture de nature qui reste évidemment alimentaire, mais pas uniquement. Et le sentiment qu'il y a en ce moment, c'est que le monde agricole, si vous voulez, évolue, mais au fond, les gens le savent assez peu quand ils sont un peu loin. Et puis, il n'évolue peut-être pas assez vite sur un sentiment. Vous voyez, j'ai encore fait une réunion avec 300 agriculteurs la semaine dernière. On dirait toujours que c'est la ville qui en veut à l'agriculture. Alors, c'est plus compliqué que ça. Les gens des villes adorent les paysans. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de jeunes filles des villes dans les écoles agricoles que des jeunes filles des campagnes. Et il y a beaucoup plus de gens des villes qui rêvent que leurs enfants soient agriculteurs que d'enfants d'agriculteurs eux-mêmes. Maintenant, c'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas bien les difficultés du métier. Je ne suis pas entièrement naïf. Bon, donc il faut voir ça. Mais si vous voulez, faisons attention, il n'y a pas une opposition à l'agriculture. C'est plutôt quelque chose qui fait rêver. Mais les gens ne connaissent pas les difficultés, évidemment. Ils ont l'impression que c'est beaucoup plus simple. Ils ont l'impression que les paysans sont beaucoup plus archaïques qu'ils ne sont. On voit bien qu'ils n'arrêtent pas de réfléchir, enfin, de consulter, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas ce nouveau pacte agricole où, au fond, l'agriculture devrait dire nous sommes la solution à la guerre climatique.
parce que nous allons capter le carbone, parce que nous allons produire de l'énergie, parce que nous allons vous nourrir, évidemment, et vous habiller. Et donc, l'idée que l'agriculture ne soit pas un adversaire, j'allais dire, d'une écologie plutôt urbaine, qui vient de la ville. Au fond, elle vient du protestantisme, si on va plus loin, puis elle vient de la ville, etc. Ça a servi de lanceur d'alerte, parce que maintenant, je veux dire, tout le monde le voit, le changement climatique, il n'y a pas besoin d'être écolo pour suivre les chiffres que vous avez donnés. Moi, dans mon village, c'est pareil, les vendanges commencent 1 mois et demi avant que quand j'étais enfant. Donc, on le voit très, très bien dans la réalité. Donc, ouais, on est dans cette période-là. Et le vrai problème, c'est de lancer le monde agricole et le monde rural dans ce combat tous ensemble. Une des grandes difficultés, c'est que le monde paysan considère qu'il est légitime dans les campagnes. Il est légitime, mais il n'est pas le seul à être légitime. Oui. Parce que c'est comme le débat sur la chasse. La chasse me paraît tout à fait légitime, en plus c'est un droit révolutionnaire, mais qu'est-ce qui empêche de négocier s'il n'y a pas de chasse le dimanche après-midi? C'est-à-dire, à un moment, on est dans une société du partage des usages, où la majorité des Français ont un jardin, donc il faut toujours se dire ça. Et au fond, les plus petits agriculteurs français, c'est ceux qui ont un jardin. Et puis, c'est pas grand, il y en a 40% qui ont un potager. Donc, si vous voulez, c'est petit, micro. Bon. Mais là, il y a toute une solidarité à créer sur un projet partagé de société écologique. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire pour le moment. Et donc, il y a des conflits de légitimité. Mais qui a vendu les terres pour construire le lotissement? Qui a vendu les vieilles maisons? Qui a autorisé les piscines? C'est bien effectivement les populations en place, soit politiques pour les autorisations, soit les familles paysannes qui ont dû vendre au moment des successions. Donc, si vous voulez, ces légitimités, maintenant, il va falloir les négocier. Merci pour ce premier éclairage, Jean Viard. J'en viens plus précisément à la question de l'eau. Serge Jacquat nous l'a rappelé avec beaucoup de force. Sans eau, pas d'agriculture possible. Donc, bon, mais sur l'eau est essentielle à toute forme de vie. C'est un objet social par nature, hein, l'eau, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette sociologie de l'eau pour mieux comprendre les tensions du moment, là? Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on connaît très très mal les quantités. Il faut tout le temps répéter le nombre de milliards de mètres cubes qui tombent, le nombre qui s'évapore, etc. Il faut que les gens, on faut faire un récit commun de l'eau, parce qu'en réalité, l'eau, les gens, ils ouvrent le robinet, il y a de l'eau. Bon, mais en fait, c'est pas vrai du tout. On voit bien. Bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est une première question. C'est effectivement de se rendre compte de la ressource, de son évolution, etc. Et de faire rêver les gens sur, attendez, il y en a 60% qui s'évaporent. Enfin, voilà. Bon, il y a des choses. La deuxième chose, c'est que la France est historiquement un pays qui craint les inondations. Donc, on n'est pas comme on serait en Afrique. En Afrique, c'est compliqué, l'Afrique. Enfin, disons l'image qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel de nos travaux avec l'eau, c'est de la protection. On a construit des barrages, c'est-à-dire 10% de notre énergie vient des barrages. On avait peur des inondations. Et donc, vous voyez, on disait aux gens, attendez, on fait un barrage, peut-être on va noyer un village. Moi, j'avais travaillé sur Sainte-Croix avant qu'on le visioconférence. Pour empêcher les inondations. Donc, les gens disent, ah ben oui, si on empêche les inondations, évidemment, on va être d'accord avec les trucs. Et d'un coup, il faut mentalement changer, se dire, on va manquer d'eau. Et je pense que, du coup, c'est très compliqué parce que toutes nos techniques sont des techniques, effectivement, de gestion de la ressource, parce qu'il y en a trop, et surtout, il y en a trop, il y en a de manière accélérée à certains moments, etc. Ça tombe, alors un peu moins dans votre région qu'en Provence ou que sur la côte languedocienne, mais on a quand même le même problème. Donc, il y a un travail de mentalité à passer du trop d'eau à pas assez d'eau. Ça me semble très difficile parce que c'est pas simple à raconter ça. Tout dans les livres, on parle que du trop d'eau, etc. Vous voyez, il y a une rupture culturelle là-dessus qui me semble importante. Donc, il faut la construire, la raconter, etc. Ça semble important. Après, je veux dire, quand on voit les quantités d'eau qui tombent chez nous, d'une certaine façon, on en a en même temps beaucoup. Mais en plus, elle ne tombe pas forcément au bon moment. Enfin, c'est tous les débats sur les bassines. Je ne vais pas y revenir. L'intervention de Serge Jacquat était excellente, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Mais si vous voulez, voilà, il y a tout ça qu'il faut se dire, ce type de changement sur l'eau, sur ces réflexions. Et en même temps, on est dans une société ludique de l'eau. C'est-à-dire qu'effectivement, l'eau est devenue, depuis la dernière guerre, le grand lieu du loisir, des vacances, de la détente. Les ports de mer, les bateaux, les piscines, etc. Donc, le problème, c'est que l'eau est perçue comme l'élément ludique central de nos sociétés. Et donc, ça apparaît aux gens, effectivement, tout à fait légitime. On pourrait prendre le débat sur les piscines, etc. Et donc là, il faut bien se rendre compte que cette légitimité-là, elle est devenue très forte. Pour les gens, elle est absolument centrale, y compris que s'ils viennent en vacances dans le sud de la France, ou s'ils viennent s'installer autour de Toulouse, autour d'Agen, etc., c'est souvent parce qu'ils vont avoir accès à l'eau et qu'ils vont se baigner. Et donc, ils disent, il fait chaud, mais j'ai une piscine. En gros, on est sur ce modèle-là. Et donc, il est légitime aussi. Vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est que le monde paysan a tellement le sentiment de sa légitimité. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'habite dans une commune de vignoble de rosé. On fait du rosé ici. Et donc, on a profondément modifié, et le rosé actuellement se vend même mieux que le vin rouge à l'international, tellement on a transformé la production. Et on s'est mis à vendanger la nuit. De minuit à 6 heures du matin, c'est l'heure où on ouvre les caves coopératives. Mais il n'y a pas eu un grand débat à la salle des fêtes pour nous expliquer pourquoi.
C'est-à-dire que les coopératives ont considéré qu'elles étaient absolument légitimes avant de manger la nuit, ce qui est absolument exact, et que du coup, tout le monde s'est mis à se réveiller parce qu'évidemment, ça fait du bruit, ça traverse le village, etc. Bon, avec les bennes chargées, ça fait un bruit d'enfer, surtout avec les dodanes. Bon, du coup, pendant 15 jours, 3 semaines, on dort très mal. Mais il y aurait pu y avoir un grand débat si on avait pensé qu'il y avait différentes légitimités. Parce que s'il n'y a pas de débat, les gens ont l'impression qu'on les agresse, et donc il faut apprendre une démocratie du débat, parce que je pense que les légitimités sont d'égale valeur. Donc également donc une histoire nouvelle donc à raconter et à partager. Tout à l'heure vous le disiez, Jean Viard, les Français sont quasi unanimes hein, pour reconnaître l'utilité de l'agriculture hein, et des agriculteurs pour nourrir la nation. J'ai le sentiment qu'il n'en est pas tout à fait de même de la compréhension du lien entre l'eau, l'agriculture et l'alimentation. Est-ce que selon vous, il n'y a pas une forme de double contrainte, d'injonction paradoxale hein, qui est formulée à l'adresse des agriculteurs où ils doivent à la fois assurer le plus possible la souveraineté alimentaire, donc leur capacité de production, et en même temps, la population, une part de la population conteste, je dirais, la capacité des agriculteurs à se doter des moyens nécessaires. Serge Jacquat a évoqué les réserves de substitution, on sait que ça fait débat aujourd'hui, mais il y a cette injonction paradoxale qui est là quand même. Oui, bien sûr. Mais donc, il y a un travail d'explication, il y a un travail de débat, il y a un travail d'ouverture des fermes. Vous voyez, si déjà toutes les écoles de France étaient jumelées avec une exploitation agricole. Moi, il y a des tas d'endroits où on le fait. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup, les enfants, au moins dans les communes où il y a des exploitations agricoles, mais il y en a quand même beaucoup. Et les enfants, 2, 3 fois par an, voient comment ça se passe, etc. Le monde agricole, si vous voulez, il faut bien voir, il y avait 3 millions de fermes en 45. Il en reste 380 000. Donc, ce milieu s'est replié sur lui-même. Parce qu'en plus, souvent, on a absorbé les terres de la famille, des cousins, etc. Donc, au fond, ça s'est réduit localement. Et donc, c'est une population très endogène, très endogame, par rapport à une société extrêmement mobile. Donc, si vous voulez, il est clair qu'il faut avoir ça dans la tête pour se dire comment on fait se rencontrer ces différentes logiques. On le voit très bien en termes de vote politique. Donc, si vous voulez, là-dessus, il y a là un enjeu de mise en débat. Et je crois que si vous voulez, qui pour l'instant n'a pas lieu. Enfin, je veux dire, ce débat est mal fait. Alors, il y a des deux côtés. Je ne dis pas du tout que c'est la faute du monde agricole. Moi, je suis encore ouvert le dernier congrès de la FNSEA, non celui d'avant, etc. Donc, il y a une discussion à avoir là-dessus. Mais si vous voulez, on ne peut pas faire du jour au lendemain comme si les choses étaient simples, parce que la société ne sait pas. Et en plus, il faut dire une chose, quand on parle de l'eau, on parle que du maïs. Dans les médias, on vous dit tout le temps, ah oui, l'eau, c'est pour arroser le maïs. C'est aussi pour arroser les tomates. Et donc, si vous voulez, il y a aussi là tout un travail d'imaginaire. C'est vrai que souvent on pense les grandes cultures, les bassines, ça va être ça va être effectivement pour le maïs. Et du coup, on utilise le mot bassine, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, pour casser l'idée que ce sont des retenues collinaires. Donc là, il y a aussi un vrai sujet, c'est-à-dire que je pense que le discours, par exemple sur le maïs, il faut dire on a besoin d'eau, on aura plus besoin d'eau parce qu'il fait plus chaud, bien sûr, donc il y aura plus d'évaporation, même si les techniques peuvent évoluer, vous l'avez dit, on le voit très bien, il y a qu'à aller en Israël ou au Maroc pour voir des techniques très différentes d'arrosage, même si en France, elle se développe beaucoup. Et en même temps, si vous voulez, c'est un vrai sujet de discussion. Peut-être qu'effectivement, il y aura moins de maïs. Peut-être surtout qu'on va manger moins de viande. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Plus on veut capter du carbone, plus il faut faire pousser des arbres. Et plus il faut faire pousser des arbres, plus on va les utiliser dans la construction. Et plus on va les utiliser dans la construction, on en aura donc besoin. Ça veut dire qu'une partie des prairies d'aujourd'hui seront des forêts de demain, des forêts d'exploitation. Parce que si on mange chacun moitié moins d'arbres, moitié moins de bœuf, de vache, viande, on a un effet, si vous voulez. Si à la place, on fait un nouveau modèle de production, évidemment, pour que les paysans et les agriculteurs aient du travail, de plantation de forêts de rapport. Je vous rappelle quand même que la France est tellement maligne qu'on coupe nos arbres et on les emmène en Chine pour en faire des planches. Donc, si on a un rapport à la forêt, un rapport au bois, qui est un enjeu majeur, y compris parce qu'il y a des agriculteurs, comme en ce moment, il y a en ce moment des amandiers, développement des oliviers, etc., notamment en Provence à cause du réchauffement climatique, il va y avoir un développement de la forêt. Donc, il y a toute une question sur penser l'alimentation, qui va rentrer, je dirais, dans l'usage des sols. Et si effectivement on mange moitié moins de bœuf, ben, on va multiplier les forêts de rapport qui vont effectivement permettre de capter le carbone et de le remettre dans les constructions. Vous voyez, il y a ces chaînes-là. Il faut faire rêver les gens là-dessus. Sur la ville en bois, ben, en bois, ils ont l'impression que ce n'est pas des cabanes, c'est des tours comme les autres, mais sauf qu'elles sont en bois. Et puis effectivement, sur du coup, l'effet sur l'alimentation, vous savez, c'est ce que dit Thierry Marx, comment on passe du bœuf-carotte au carotte-bœuf. La question de l'alimentation est très importante. Donc pour vous, Jean-Pierre, si certains en sont arrivés à dénoncer une forme d'accaparement de l'eau au seul profit des agriculteurs, c'est d'abord le manque d'explication et finalement une part de responsabilité du monde agricole sur l'explication de leurs pratiques, de leur métier, c'est aussi peut-être une politique de gestion partagée ou de gestion mieux partagée de l'eau.
Vous savez, le monde agricole, moi je le conseille depuis longtemps, mais il communique très mal. Je veux dire, il est peu ouvert sur la société parce qu'il considère qu'il est agressé, donc il est en position défensive. Donc c'est très difficile. Et c'est vrai qu'il est quelque part agressé parce que, en plus, il y a sans arrêt des écolos urbains qui viennent leur expliquer comment il faut faire de l'agriculture, ce qui a tendance à énerver tout le monde. Tout ça, je le comprends extrêmement bien. Mais il est clair mais c'est pas que l'agriculture. Regardez, on a fait un nouveau plan de centrale nucléaire. On les a toutes mis au bord de la mer. Parce qu'on craint justement le manque d'eau. Et donc, on se dit, bah, l'eau de la mer, il y en a beaucoup plus. Donc, d'ici qu'on manque d'eau de mer, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on le déplace dans l'espace. Mais est-ce que vous avez entendu expliquer ça? C'est-à-dire, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'énergie consomme. Alors, elle ne consomme pas de la même manière parce qu'elle les remet, mais elle les réchauffe. Et dans des tas d'endroits, pour les écosystèmes, c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez là, vous voyez, quand on fait ça, qu'on fait un nouveau plan de centrale nucléaire, je n'ai pas entendu un grand discours en disant, attendez, voilà, là, par rapport à la ressource eau, voilà notre nouvelle politique, on déplace, etc. C'est la question de l'eau qui n'est pas pensée, si vous voulez, et de manière pas que l'agriculture. Le discours de l'énergie, c'est un peu la même chose, et donc je pense que là-dessus, les seules choses qu'on entend, c'est qu'on ne peut pas laver sa voiture, arroser son gazon. C'est quand même pas des sujets très importants. Donc, si vous voulez, là-dessus, il y a une vraie réflexion politique de discours sur l'eau, d'éducation des gens, aux gens à l'eau, à l'économie de l'eau. Et ce sont des sujets tout à fait importants qu'on traite un peu par-dessus la jambe. Mais ça va devenir absolument central. L'eau et les incendies sont, j'allais dire, les deux voies de l'évolution de nos sociétés qui vont être des voies, on peut les gagner, mais ça va être délicat. Donc d'abord de la pédagogie, c'est comme ça qu'on va faire progresser l'acceptabilité sociétale de l'utilisation de l'eau par l'agriculture et de la création de réserves de substitution lorsque c'est nécessaire? Oui, de la pédagogie, mais aussi le fait de ne pas penser qu'on est légitime parce qu'on était là avant. Le problème, si vous voulez, c'est comme le vieux mythe français, c'est qu'on est tous des fils de paysans, ce qui est loin d'être faux, évidemment, historiquement. Bon, encore, je vous rappelle qu'il y a toujours eu plus d'artisans que de paysans à la campagne. Les paysans ont toujours été minoritaires à la campagne, mais disons que la culture paysanne était la culture du groupe local, donc bon, même si la plupart des gens étaient en fait artisans. Enfin, pas la plupart, mais une bonne partie. Donc, si vous voulez, mais il faut sortir de cette idée de la légitimité. Il faut sortir de l'idée du partage de la légitimité. C'est exactement le même discours que sur la chasse, si vous voulez. Moi, je suis très favorable à la chasse, c'est une tradition, etc. Même encore souvent, ce ne sont pas les agriculteurs qui chassent. Enfin, moi, dans ma région, c'est très, très peu les agriculteurs, mais partez plutôt les artisans ou les gens des villes. Mais n'empêche que, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il y a une logique aussi frontale? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, bah, écoutez, le mercredi, c'est le jour des enfants, et le dimanche après-midi, c'est le jour des familles? Est-ce que vraiment ça empêche de vivre cette idée de la légitimité du partage des usages? La chasse, c'est très facile à voir. Il y a plus que 900 000 chasseurs en France. Donc, c'est pas beaucoup. Et puis, en plus, c'est pas vital. C'est important, c'est une activité légitime, etc. C'est même sans doute assez bon pour les animaux, enfin pour les animaux, pas pour ceux qu'on tue, mais pour l'ensemble de l'équilibre. Les chasseurs font un gros boulot en termes de produits synergétiques. Mais si vous n'empêche que, là-dessus, je pense qu'il va falloir repartir à zéro en se disant, pour vivre ensemble, et c'est le rôle des élus, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle des communes, pas seulement des agriculteurs, de réfléchir à la société qu'on est en train de reconstruire dans un monde de pénurie d'eau, dans un monde de chaleur. Tout ça fait débat. Il faut planter des arbres partout. Il faut faire de l'ombre dans les villages. Il faut faire de l'ombre dans les villes. Il faut enlever le goudron dans les cours des écoles. Il y a une multitude de choses à faire pour être capable de vivre une société qui va être légèrement plus chaude. On espère que elle va être que légèrement plus chaude. Et ça, c'est encore une autre discussion. Et je pense que, si vous voulez, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire simplement c'est aux agriculteurs de faire. Vous voyez, par exemple, souvent, ce qu'on fait maintenant, un groupe comme Utopie le fait bien, c'est dire, au fond, on prend un bassin entier et on dit, voilà, dans ce bassin-là, comment on consomme l'eau? Combien il y en a? Et on en discute. Et on dit aux gens, mais attendez, comment on va faire pour faire évoluer la consommation? Si on a cette évolution-là, est-ce qu'on va modifier les techniques agricoles? Est-ce qu'on va décider que les piscines, par exemple, il faut les couvrir ou qu'on en fait moins? J'en sais rien. C'est une toute petite usage à la piscine, mais pareil pour l'énergie. Est-ce qu'on va décider effectivement qu'on déplace les sources d'énergie? Vous voyez, toutes ces pensées locales, actuellement, il n'y a aucun endroit où on en discute. Je pense que c'est le rôle de la démocratie locale de se régénérer sur ces sujets. Donc des projets de territoire, effectivement, à l'échelle des micro-territoires avec ce souci du partage, du dialogue, de la co-construction. Il faut mettre la révolution écologique à l'échelle de la vie des gens. Si vous nous dites en 2050 on fait ça, en 2050 probablement qu'on sera mort. Hein. Donc ça motive pas. Et si on dit il y a les grands chiffres mondiaux, non, il faut dire dans telle vallée, dans tel endroit. On se donne un objectif à court terme. Vous voyez, par exemple, on fait des diagnostics carbone par commune à certains endroits. On prend toute la commune et on voit toute la production de carbone, que ce soit privé ou public, ce n'est pas là le sujet. Et on se donne un objectif sur 10 ans de diminuer.
Et tous les ans, on dit, bon, cette année, on fait quoi? Ben, peut-être que là, une usine, on va changer son évacuation de chaleur, de carbone. Peut-être une autre fois, on va modifier les menus dans la maison de retraite et dans l'école. Peut-être qu'une autre fois, on va modifier le système d'irrigation, etc. Donc, si vous voulez, mais tout le monde, chaque année, partage le projet qu'on se donne pour l'année, puis à la fin de l'année, bon, est-ce qu'on a progressé ou pas? Il faut faire de ça un combat quotidien, partagé, qui nous rassemble, alors qu'actuellement, on s'affronte. Donc, pour ça, il faut partir du territoire, parce qu'évidemment, c'est par micro-territoire, par bassin de vie, on va dire, qu'on peut à ce moment-là avoir un commun, parce qu'on a tous le même intérêt dans un bassin de vie. Et en plus, je vais vous dire une chose, avec la grande pandémie, les gens adorent le local. Ce qui a changé avec la grande pandémie, c'est qu'on s'est mis, d'ailleurs, même le local est passé avant le bio, si vous voulez, dans les amours, si on peut dire, des gens, puisqu'avant, c'était le bio qui montait, il va continuer à se développer, mais il y a 50 000 fermes bio sur 380 000. Mais par contre, le local a pris beaucoup de valeur. On va vers une société du proche et de la livraison, partout. Alors, le proche, c'est autour de chez soi, et là, on va se développer les petits commerces, etc., le marché, le télétravail. 25% des emplois sont en télétravail. 25%. Le quart des travailleurs ont changé de façon de travailler en 3 ans. C'est monstrueux comme effet énorme sur la société, surtout que souvent, c'est un télétravailleur et l'autre ne l'est pas. Donc, ça fait presque la moitié des Français qui ont bousculé leur mode de vie. Et donc, ça fait qu'éventuellement, parmi, ils sont plus souvent dans les campagnes. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et en même temps, partout, il y a des livraisons. Amazon, 21 millions de familles se font livrer par Amazon. Regardez dans nos campagnes, c'est génial. Vous voulez un livre, vous l'avez le lendemain matin. C'est une invention extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a des problèmes sociaux, je n'ai pas le sujet aujourd'hui, mais la mode de vie entre Internet, le haut débit, le voyage, la consommation culturelle par le numérique, ce qu'on est en train de faire. Une conférence comme ça, avant le 2019, vous ne l'auriez pas accepté. Là, j'en fais 3 ou 4 par semaine en numérique, puis j'en fais aussi en réel pratique, mais vous voyez, donc la société vit par le numérique, se restructure par le numérique. Vous l'avez d'ailleurs dit, c'est vrai aussi pour l'agriculture, hein, évidemment, le rapport à suivre les sols, suivre l'humidité, etc. On voit bien comment le numérique joue un rôle de plus en plus important. Donc ça, c'est des choses qui rassemblent, parce qu'on est tous en train d'apprendre ça. Essayons, je sais que je plaide peut-être un peu trop, mais essayons d'abord de se demander qu'est-ce qui rassemble sur un territoire, qu'est-ce que les gens sont venus faire là, etc. Et surtout qu'on arrête de dire la ville veut imposer à la campagne un nouveau système. C'est la nature qui veut, si on veut survivre, qu'on modifie tous nos façons de travailler. Donc, sur cette question du lien entre l'eau, l'agriculture et l'alimentation et la souveraineté alimentaire, dans le contexte que vous venez de décrire, selon vous, la bataille de l'opinion, parce qu'il s'agit aussi de cela, même si ça se joue à l'échelle des territoires, la bataille de l'opinion, elle est perdue d'avance ou au contraire? Mais non, elle n'est pas perdue d'avance parce que l'opinion publique est en avance sur les politiques en ce moment. Parce que pendant la pandémie, l'opinion publique a basculé dans la guerre climatique au point d'en avoir peur. Les gens ont peur du futur aujourd'hui. C'est terrible d'avoir peur du futur parce que pour vivre, pour construire une entreprise, pour faire des enfants, tout ça, il faut espérer dans le futur. Si vous n'espérez plus dans le futur, vous ne faites plus rien. Bon, donc en ce moment, on a peur du futur. Voilà. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. Moi, je pense que le monde agricole et le monde rural a beaucoup de cartes. C'est à lui de dire, effectivement, on va porter la révolution climatique parce qu'on a les outils pour le faire. Quand vous êtes en ville, bien sûr, vous pouvez éventuellement vous mettre à l'ombre d'un arbre, vous pouvez circuler en vélo. D'abord, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a tous les âges, il y a tout ça. Et si vous voulez, je pense que la vraie révolution climatique sera portée par le monde rural. Mais pour l'instant, il ne se dit pas, je prends la tête du combat et comment je fais? Il a tendance à se dire comment je me protège des normes urbaines, des décisions des politiques, etc. Et je pense que c'est là qu'est la vraie solution, parce que la vraie solution de la guerre climatique, elle est dans les campagnes, beaucoup plus que dans les villes. On a quand même vu donc des oppositions très radicalisées sur la création de réserves de substitution. Bon, bien sûr, il y a eu Sainte-Soline, mais avant ça, il y en a eu d'autres. Est-ce que, d'un point de vue stratégique, vous considérez que les agriculteurs et leurs organisations ont intérêt ou pas à essayer de composer avec ces antis? Parce qu'il y a quand même des antis très, très radicalisés aujourd'hui avec lesquels il paraît difficile de dialoguer, d'échanger, comme vous le suggérez. On est dans une période où il y a des minorités agissantes, dangereuses et violentes. Je veux dire, bon, c'est pas que vis-à-vis de les bassines, hein, on pourrait dire la même chose dans certains types de manifestations, voire dans les violences autour de nous. Et la grande pandémie a augmenté les violences partout, dans les couples, sur les routes, dans la politique. Bon. Prenez juste un exemple simple, sur les routes, le nombre d'accidents a diminué, mais le nombre de morts a augmenté. Je trouve que ça illustre très bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une société qui a été sous pression, et qui se défoule. Quand vous voyez le nombre de femmes battues, 1 million de couples ont explosé en 3 ans. 1 million sur 14 millions. Donc, je veux dire, la violence, elle est à des tas d'endroits. Bon, ça, il faut le voir, il n'est pas que sur les bassines. Après, sur les bassines, moi, ce que j'aimerais, c'est que le monde agricole, il défende certaines bassines,
mais peut-être pas toutes les bassines. Il peut y avoir des sols qui ne se prêtent pas. Il peut y avoir des logiques, à des endroits, peut-être qu'on va dire, on va peut-être changer d'agriculture, etc. D'autres endroits, non, les bassines, c'est très bien. Et on a toujours, moi, là où j'habite, il y a un étang qui a été fait au XVe siècle. Ça sert effectivement à arroser le coin. On appellerait ça une bassine aujourd'hui. Il fait 32 hectares, donc c'est une très belle bassine. Bon. Mais l'exemple qu'a signalé Serge Jacquin près de chez lui, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, sur ces sujets-là, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et se dire, le monde agricole doit savoir dire, dans cette bassine, on n'en veut pas. Et le jour où il fera ça sur une bassine parce que le sol ne le permet pas, parce qu'on pourrait peut-être là avoir une autre technique de plantation, modifier, passer au sorgho, faire des arbres, etc. Vous voyez, il faut pas qu'il y ait l'agriculture contre la ville. Il faut qu'à chaque territoire, dans son équilibre écologique, dans ses besoins, dire là, on a besoin de bassines, là, on n'en a pas besoin, et pour telle et telle raison. Et je pense, vous voyez, c'est pas seulement de la pédagogie, c'est que moi, j'ai pas un avis sur les bassines. D'abord, j'appelle plus ça des retenues collinaires. Mais enfin bon, mais un avis général. Je pense, si vous voulez, qu'il y a des tas d'endroits où c'est très bien, des tas d'endroits où ça l'est moins. On pourrait prendre le débat sur l'autoroute qu'on a vu aussi dans cette région. Je veux dire, après, il y a un moment dans les sociétés où il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et alors, c'est compliqué parce que c'est en partie absurde. À un moment, faire une autoroute aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? C'est très compliqué. On est une société qui ne supporte plus les grands travaux. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, vous croyez qu'on pourrait faire le lac de Sainte-Croix, qu'on pourrait faire les 10% d'énergie française produite par hydraulique, on pourrait noyer des villages comme on a noyé Sainte-Croix-du-Verdon? Pas du tout. Donc, si vous voulez, on est dans une époque individualisée où les gens sont extrêmement autonomes les uns des autres et où donc les grands projets, c'est sûr, vous allez toujours avoir des mecs qui ne sont pas d'accord, soit parce que ça passe chez eux, soit parce qu'il y a une race spéciale de végétaux, d'écosystèmes rares sur le lieu, etc., soit parce qu'ils sont contre la voiture. Donc, si vous voulez, on est dans ce type de société. Donc, comment on joue pour ne pas faire de grands projets qui vont énerver l'opinion publique et effectivement, en même temps, arriver à faire les évolutions. C'est compliqué parce que, a priori, les grands projets sont systématiquement refusés, même si c'est parfois extrêmement dommage. Ne revenons pas sur Notre-Dame-des-Landes, mais donc, si vous voulez, n'empêche que la société, elle est comme ça en ce moment. Donc, il faut faire une multitude de petits projets. Il faut essayer de ne pas hérisser avec des grands projets qui ont des formes de rationalité, mais on peut peut-être biaiser un peu. Vous savez, sur tous ces sujets, l'ancien président de la région Auvergne a fait un livre très intéressant sur les routes, par exemple, dans le Massif central, parce qu'il a fait une étude après son mandat sur toutes les routes qu'on lui avait demandé de financer l'élargissement. Il a repris au debout combien il y avait d'habitants. Et il s'est rendu compte, en gros, que les gens étaient plutôt à habiter dans les villes et que les entreprises étaient restées dans les villages parce que c'était moins cher au niveau foncier. Donc, il se demandait si ça valait le coup. Finalement, ce qu'il avait augmenté, c'était le trajet quotidien. Je dis ça parce que, vous voyez, il faut plus regarder les conséquences de ce qu'on fait, le faire savoir, mais on ne fera plus de grands projets. Il faut être à ce niveau-là dans une époque où ça, c'est difficile et où donc, effectivement, on va plutôt être une époque de petits projets, une époque de système souple. Et je crois qu'il faut accepter cette idée-là parce que sinon, on hérisse la société. Je ne dis pas que c'est à juste titre ou pas à juste titre, mais on n'est pas une société. Quand vous êtes une société où il y a aussi peu de gens qui votent, où il y a aussi peu de gens dans les partis politiques, les syndicats, les associations agricoles, forcément, il faut tenir compte de cet état de l'opinion publique et, j'allais dire, ruser un peu avec pour arriver quand même à faire un certain nombre de choses. Tout ce qui est gros et grand est suspect, donc aux yeux de l'opinion publique, et plutôt de l'ordre de l'intérêt individuel que de l'intérêt général. Et comme les gens adorent les petites entreprises et n'aiment pas les grosses. Je veux dire, alors pendant la pandémie, les grosses entreprises ont gagné à la cote parce qu'on s'est tous rendu compte que si Auchan, tout ça n'avait pas fonctionné, on n'aurait rien eu à manger. Le local a joué beaucoup, mais les grands supermarchés, les réseaux mondiaux ont fonctionné aussi. Bon. Donc, si vous voulez, ça. Mais il faut bien comprendre une chose. Quand vous demandez aux gens, qu'est-ce qui symbolise la République? Ils vous disent une école, c'est bien. Une mairie, c'est bien. Et la troisième chose, c'est une entreprise. C'est-à-dire que ce qui pour eux symbolise la République, l'entreprise, c'est ça qui crée du lien, notamment dans les communes moyennes et tout. Il y a l'entreprise, on la connaît, on y travaille, on a des amis qui y travaillent, etc. Donc, il faut avoir ce sentiment-là. Et c'est vrai que, une grande entreprise mondiale qui gagne des milliards, si vous voulez, c'est pas dans notre catégorie de compréhension. Moi, je vois la CGA, CGM à Marseille, 25 milliards de bénéfices. C'est sans doute une très bonne nouvelle, mais je veux dire que, a priori, c'est pas notre catégorie mentale. Donc, vous voyez, il faut se tenir compte de ça. Les gens adorent les entreprises moyennes, territorialisées, visibles, et ils adorent les échanges locaux. C'est pour ça que les marchés,
ça se développe, mais il faut les déplacer, par exemple. Quand vous avez 70-80% des femmes qui sont salariées, il ne faut pas faire le marché le matin, parce que le matin, vous avez que les retraités et les chômeurs. Les autres dames travaillent, les messieurs travaillent, donc il faut mettre les marchés le dimanche. Il y a toute une compréhension du lien social. Si on veut que le lien social se retende entre toutes ces populations, il faut aussi observer la population qu'on a et adapter ce qu'on lui offre pour que ça corresponde à ses modes de vie. Parce que souvent, dans le monde rural, on dirait, le marché a toujours été le mardi. Oui, le marché a toujours été le mardi, mais avant, effectivement, il n'y avait pas 80% des femmes qui étaient salariées. Vous voyez, il y a toutes ces évolutions à intégrer pour que le lien social mélange plus les différentes populations. Et effectivement, ça favorise la construction d'un projet local. Bien, merci Jean-Vert pour ce premier éclairage. On a une vingtaine de minutes donc disponibles pour un échange avec notre assistance. On a vu que la question de l'eau. Agir par rapport à ce que vous avez dit concernant le monde agricole et sa communication ou sa non-communication ou mauvaise communication. Alors, c'est pas qu'il y a de la mauvaise communication, de la non-communication, c'est que bien souvent, quand il y a des interviews de réaliser, il y a toujours une arrière-pensée du journaliste ou du média, en fait, et qui, bien souvent, ne fait pas passer le message que nous souhaitons faire passer. Et donc, de là découle bien souvent de l'agribashing ou de très, très mauvaises informations qui circulent. Donc, ce n'est pas nous qui ne voulons pas communiquer, c'est les médias qui communiquent mal sur nous. Voilà. Oui, bien sûr, j'entends bien ce que vous dites, et c'est clair que quand les journalistes urbains, on va dire, arrivent dans une ferme, ils ont des a priori. Ça, j'entends très bien ce que vous dites, madame. Mais en même temps, vous voyez, moi, j'ai longtemps travaillé avec le groupe Passion Céréales, qui était un groupe de gros paysans français, qui il y avait tous les patrons des grandes cultures. Et si vous voulez, je leur disais toujours, faites venir dans vos fermes les gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, les grands journalistes, les présentatrices, invitez-les à passer un week-end. Rendez familier la vie des champs à des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'agriculture, mais qui forcément ont un avis parce que tout le monde a un avis sur l'agriculture. Et si vous voulez, je pense qu'il y a un vrai problème parce qu'effectivement, je comprends très bien ce que vous dites, mais en même temps, je pense aussi que d'une certaine façon, vous voyez, c'est comme quand on a fait le 80 km/h, il y a des gens qui ne quittent la ville qu'en autoroute et en TGV. Et en gros, la vitesse sur les petites routes, c'est juste leur problème quand ils se promènent. C'est pas du tout la même situation pour ceux qui travaillent, qui s'y déplacent. On est un peu dans le même décalage. Donc, je suis d'accord ce que vous dites sur les journalistes, mais je pense quand même qu'il y a une familiarité qui s'est défaite parce que vous n'êtes plus que 380 000 fermes, si vous voulez, dans un pays de 65 millions d'habitants. Donc forcément, c'est un archipel, les fermes aujourd'hui, si vous voulez. Il y a des fermes, après il n'y a plus une ferme, il y a une jachère, il y a un lotissement, il y a une ville qui s'étend, il y a une voie de transport, il y a une autoroute qui coupe le territoire, il y a tout ça. Donc si vous voulez, l'unité de la société, c'est dans le territoire, c'est largement défait. Et c'est quasi physique, quoi. Quand on se promène en avion, ça se voit très bien. Donc la question, c'est comment on recrée une autre unité parce qu'on va partager un projet. Et ce seul projet possible, c'est de gagner la guerre climatique. Donc si vous voulez, il faut tous qu'on se déplace. Pas plus vous que les autres, c'est pas ça que je veux dire, mais tout le monde. Autre question ou autre remarque? Tim Pantaroto du SMEAG. C'est pas tant une question qu'une remarque pour dire qu'en ce moment, il y a une consultation citoyenne sur la nouvelle loi d'orientation agricole. La consultation citoyenne, elle est ouverte jusqu'à dimanche prochain. Donc, si vous avez des choses à exprimer, je vous invite à y répondre. Voilà. C'était une information, donc. Oui. Vous tapez concertation citoyenne, ministère de l'Agriculture, je pense que vous allez remonter jusqu'au formulaire. Merci pour l'info. Autre question, donc je sais qu'il y a pas mal d'élus locaux dans la salle. On vous a pas mal interpellé sur la nécessité effectivement d'aller vers des projets de territoire le plus partagés possible et tendre peut-être s'agissant de réserves d'eau quand elles sont nécessaires, de tendre vers des multi-usages en fait. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir sur ces questions-là? Non, ça ne vous a pas inspiré? Oui, monsieur, allez-y. Si, alors c'est à la fois aussi une information en complément du chargé de mission du SMEAG. Il y a un travail qui se fait au niveau sociologique justement sur l'utilisation de l'eau qui s'appelle LIFE. Donc c'est vous qui vous en occupez justement. Peut-être vous pouvez en parler un petit peu parce que là pour le coup ça touche. Il n'osait pas. Donc dans le cadre du travail que je conduis au SMEAG, j'anime un projet LIFE Eau et Climat. C'est un travail qui est organisé par la commission locale de l'eau du Sage Vallée de la Garonne.
Et l'une des premières étapes de ce travail, ça a été de réaliser un diagnostic des vulnérabilités des usages de la ressource en eau face aux impacts du changement climatique. Et donc le travail a été présenté la semaine dernière au comité de pilotage de la commission locale de l'eau, le bureau de la commission locale de l'eau. Et dans le cadre de ce travail-là, on va le poursuivre avec des ateliers de concertation à la fin du mois de mai et à la fin du mois de juin, pour identifier les solutions qu'on peut mettre en œuvre face aux vulnérabilités qu'on aura identifiées, grâce notamment à des ateliers qu'on avait conduits en amont de la Garonne, à Portée-sur-Garonne, et à Laval, à côté d'Agen. Et donc, je vous invite tous à y participer, hein, bien évidemment, pour comprendre plus finement, on va dire, les vulnérabilités qui touchent le monde agricole et les autres usages de la ressource en eau, parce que l'objectif, c'est de se partager, finalement, comme disait Monsieur Viard, la ressource de façon intelligente, efficace, tout en gardant en tête qu'il va falloir tout de même réduire, que tous les usages réduisent leur consommation d'eau, dans la mesure où la ressource va diminuer inéluctablement, d'après les données du ministère. La sobriété qu'évoquait Voilà. Serge Zaka tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est un ensemble de solutions, et donc… Et la pertinence au plus près du terrain. Exactement. Monsieur. Oui, puis après à vous. D'abord, monsieur là-bas. Allez-y. Oui, voilà, vous avez parlé de l'interpellation des élus locaux. Donc, je suis Joël Auclé, vice-président du département en charge de l'agriculture et forêt, et je suis maire de Marmande, donc pas tout à fait 18 000 habitants. Alors, je partage tout à fait votre remarque sur le fait d'essayer de mettre du lien, en tout cas de faire en sorte de sortir de dialogue de sourds qu'il peut y avoir, et que nous avons vécu il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans ma ville et pas que ma ville, sur les enjeux sur l'eau, mais pas que sur l'eau. Si on prend par exemple sur les équipements photovoltaïques, on voit bien qu'il y a des sociétés qui cherchent à mettre des parcs photovoltaïques, et on a instantanément une association contre, parce que ça c'est pas préparé. Voilà. Chez moi, j'ai même reçu des gens contre avant que je sache qu'il y avait une société qui avait acheté en vue d'un projet. Donc, vous voyez. Donc, je suis, et particulièrement sur l'eau, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la commune, alors ça dépend de la taille de la commune évidemment, mais peut être une bonne dimension pour faire comme ça une proximité, essayer de se comprendre. Mais même si j'entends ce que disait madame sur le fait que les journalistes passaient pas le message, c'est parfois très compliqué effectivement, il n'empêche que globalement, le fait que le monde agricole se sente assez vite agressé, et parfois avec raison, même dans ma petite ville, des néo-ruraux, il y en a, et on voit bien qu'il y a tout de suite voilà, une suspicion qui se fait sur l'agriculteur, quel qu'il soit. S'il sort un tracteur, un pulvérisateur, je l'ai vécu. Chez moi, c'était voilà, le voisin il a instantanément sauté dessus, alors qu'il était arrivé depuis quelque temps et qu'il n'a jamais fait une démarche pour voir ses voisins, et il a sauté sur le paysan et son pulvérisateur. Voilà. Bon. Qui pouvait être bio d'ailleurs. Il était. Donc il y a eu discussion, mais il y aurait eu un échange avant. Il avait une parcelle cultivée devant lui. Il y aurait eu un échange, et là, vous voyez, on n'est même plus au niveau communal, on est au niveau du quartier. Il y aurait eu des explications, qui je fais, qu'est-ce que je fais, pourquoi, et ça marche. Mais moi, je crois à la politique des petits pas, et je pense que la commune peut être un bon maillon, un bon échelon, mais c'est un travail de fourmi, hein, parce que les sujets, eux, par contre, ils sont importants et vastes, quoi. Jean Viard, j'imagine que vous êtes en accord avec ça. J'entends très bien ce que dit le maire Marmande, et je suis bien d'accord avec lui, avec le fait, si vous voulez, qu'il faut tenir compte qu'on n'a pas de temps. On a pris l'habitude, si vous voulez, dans nos sociétés, en gros, on changeait en fonction de l'évolution des technologies, des évolutions des camps politiques, etc. Et au fond, on faisait l'histoire à notre rythme. Aujourd'hui, c'est pas nous qui faisons l'histoire, c'est la nature. Et donc, il y a une urgence absolue. Cet été, il y a encore eu, regardez, ces incendies qu'on a déjà au mois d'avril, etc. Il y a les incendies près de Lille, ce qui n'était jamais arrivé, non, jamais de jamais, etc. Donc, on est dans une situation, y compris une situation d'angoisse,
parce que les gens vont de plus en plus, alors il y aura sans doute des années moins chaudes que d'autres, comme toujours, la nature par définition est irrégulière, mais enfin quand même, la tendance, elle est très forte. Et donc, si vous voulez, du coup, comment faire pour accélérer? Et comme vous disiez, monsieur le maire, comment anticiper avant même qu'il y ait un projet? Il y a déjà des gens qui sont contre parce qu'ils ont peur. Et donc, comment on crée un espace de débat démocratique, peut-être régulier, sur effectivement le réchauffement du territoire, sur ces problèmes. Je veux dire, tous les sujets qu'on est en train d'évoquer là seraient des sujets de débat réguliers dans une commune, peut-être tous les trimestres, une soirée de débat avec des spécialistes. Moi, j'ai fait pas mal de fois ce genre de choses. En fait, les gens aiment bien qu'on leur explique, qu'on leur parle, qu'on leur dise, voilà, écoutez, ici, il y a un problème. Alors, ils vont dire, ouais, il y a des maïs. Ouais, d'accord, mais le maïs, ça sert à faire ça, etc. Je veux dire, parce que les gens arrivent avec des a priori. Et en plus, il faut dire une chose, les gens aiment la campagne. Les Français aiment la campagne. Si 60% des gens ont un jardin et si 4 millions de familles ont une résidence secondaire, c'est parce qu'on adore la campagne. Donc, quelque part, on a quelque chose en commun, c'est qu'on aime la campagne. Peut-être pas tout à fait de la même manière, peut-être pas avec les mêmes outils, mais c'est pas, à une époque, tout le monde s'en foutait de la campagne. On partait, il y avait tous ceux qui partaient, ceux qui restaient. Vous vous rappelez tout ce qu'on racontait sur les paysans, le dernier de la famille qu'on avait fait à la fin, etc. C'était horrible ce qu'on racontait. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On a trop d'amour, j'allais dire, pour la campagne, y compris ceux qui veulent la protéger. Quelque part, ils en ont un amour esthétique, je suis d'accord. Ils ne savent pas faire pousser une carotte, mais ils ont quand même la même passion de l'arbre. Les gens aujourd'hui, ils veulent avoir un arbre, ils veulent avoir un animal, ils veulent avoir ce rapport au vivant charnel. Il y a un rapport au vivant, c'est le réchauffement climatique, le combat du siècle, mais de l'autre côté, il y a aussi ce désir fondamentalement charnel de rapport effectivement aux végétaux, aux animaux, etc. Et la question, c'est de se dire, dans une époque comme ça, au fond, on a le même désir, de même amour, on pourrait dire, comment on en fait un commun plutôt que d'en faire un affrontement. Et c'est ce travail-là. Et moi, je crois beaucoup que c'est au niveau local qu'il faut faire des débats régulièrement, y compris sur les éoliennes, y compris sur d'autres choses, si vous voulez, parce que la production d'énergie, ça va bien, effectivement, c'est un enjeu majeur, mais la biomasse, enfin, il y a différentes façons de faire, la question de la forêt. La plupart des gens ne savent pas, ils croient que le bois capte le carbone, et quand ils le brûlent, ils disent, ah ben, je fais du bien, là, parce que je suis en train, non, il le sort par le tuyau. Donc, si vous voulez, il y a aussi qu'on ne sait pas ces questions-là. Donc, il y a un énorme boulot d'animation, de réflexion, de faire parler des scientifiques, faire parler des agriculteurs, que des agriculteurs expliquent, par exemple, prenez la fin du labour, enfin la fin quasiment, si vous voulez, la plupart des Français ne savent pas qu'on laboure beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Vous voyez, sur toutes ces choses-là, moi je crois que les gens adorent apprendre. Quand on apprend quelque chose après une réunion publique, on est toujours content. Et donc je pense qu'il y a un énorme boulot à faire pour qu'on s'apprenne, j'allais dire, des uns des autres et qu'on apprenne la vie de la campagne, qu'on apprenne le réchauffement climatique, qu'on écoute des exposés comme celui qu'on a eu tout à l'heure sur l'eau. Je veux dire, il faut construire un commun rapport à la nature. On l'a pas ce commun. Il y en a, ils ont été élevés dans une culture un peu technique et chimique, qui est celle de leurs parents d'ailleurs, plutôt que la leur, et les autres, ils ont été élevés dans une culture esthétique de la campagne. Ben, ensemble, il faut qu'on arrive à mettre ça autour de la table pour en discuter. Merci pour cet éclairage. Monsieur. Oui, oui, je reviens sur ce qui se passe sur le Lot, que j'ai évoqué tout à l'heure, sur le sujet des solutions à mettre en place. Alors, EDF est déjà intervenu sur l'aspect du changement, non pas du changement climatique, mais sur la transition énergétique, en rajoutant des turbines sur des barrages, et notamment sur celui le plus important de la Truyère, qui va donc permettre d'augmenter les capacités de production de kilowatts, puisque on va vers une consommation supérieure, vous le savez, mais ce n'est pas ce qui nous fait le litre d'eau supplémentaire qui va nous manquer. Au contraire, ça va le stabiliser. Alors, depuis 2-3 ans que la sécheresse est apparue de manière criarde pour nos territoires, je dirais que ce sont le Lot amont qui vient au secours du Lot aval, et c'est cette solidarité de territoire par les étiages qui fait que pour le moment, on n'a pas subi de catastrophe réelle, de manque d'eau, ni pour l'arrosage, ni pour l'eau potable, ni pour les autres consommations. Mais les années à venir nous mettent en garde, cette solidarité ne suffira pas. Nous avons donc lancé, avec l'entente Vallée du Lot, une étude qui s'appelle Lot 2050, qui va nous prendre une paire d'années. On l'a déjà lancé depuis plus de 6 mois. Et ça nous amènera vers la présentation d'éventuelles solutions pour pouvoir augmenter les réserves d'eau, la captation d'eau sur ce que nous lâchons l'hiver et que nous regrettons l'été de ne pas avoir en réserve. Donc, des solutions vont être entreprises, j'espère, parce que sans ces solutions nouvelles qu'il va falloir s'accaparer, nous n'arriverons pas
à contenter tout le monde. Et ce qui aujourd'hui est une solidarité entre bassins ne le sera plus demain quand ce sera la guerre de l'eau. Donc, c'était plus une remarque qu'une question à Jean Viard. Ben, et mettre en évidence la solidarité des territoires nécessaires. Pour vous dire que je ne la connais pas, mais des études c'est encore plus sur mon territoire. Voilà. Jean Viard. Non, mais il est clair qu'il risque d'y avoir des guerres de l'eau. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe entre Israël et la Palestine, entre le Soudan et l'Égypte. Je veux dire, des guerres de l'eau, il y a des endroits où il y en a déjà, où c'est des enjeux absolument majeurs. Donc, si vous voulez, et chez nous, il faudrait essayer que ça n'ait pas lieu, évidemment. Et la solidarité entre l'eau et le bas. Mais regardez cette année, par exemple. Finalement, il a beaucoup neigé. Donc, finalement, sur les Alpes, en fait, il y a presque plus de neige que les autres années. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas tout à fait terroriser les populations tout le temps. C'est-à-dire que le mouvement de réchauffement, il est incontestable, mais après, il y a des hauts et des bas. Et dès qu'il pleut plus, on dit que c'est la sécheresse. Donc, vous voyez, je dis ça parce que ça m'a frappé l'autre jour. J'étais dans les Alpes et effectivement, on m'a dit, en Savoie, il y a eu plus de neige que d'habitude. Donc, ça veut dire que ça va ensuite jouer pour effectivement descendre vers l'aval. Donc, là-dessus, il n'y a pas de secret, mais il faut rappeler une chose, c'est que la meilleure eau, c'est celle qu'on n'a pas dépensée. C'est-à-dire que ce qu'on peut déjà tous faire, c'est dépenser moins d'eau, je veux dire. Et c'est une question pour tout le monde. Il faut que ça devienne une réaction normale, qu'on soit éduqué comme ça, si vous voulez, parce que l'eau, on a eu l'impression que c'était un bien gratuit. Alors, l'eau est un bien gratuit, puisque par définition, c'est un bien public, mais pas le transport de l'eau, par le fait qu'on l'amène dans les robinets, dans les communes, dans les champs, etc. Il y a un énorme travail à faire, effectivement, sur économiser de l'eau, mais ça commence par fermer le robinet quand on se lave les dents, et je veux dire, jusqu'à effectivement modifier les techniques agricoles ou les techniques de production d'énergie. Donc, si vous voulez, tout ça, ça va se construire dans la durée. Il y a une évolution de la mentalité. On avait l'impression que la ressource était illimitée, sans compter tous les tuyaux qui sont percés, les pertes, on dit qu'il y a 30% de pertes en ligne dans les transports de l'eau, etc. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais si vous voulez, il est clair aussi qu'il y a énormément de choses à faire déjà pour en dépenser moins. C'est quand même la meilleure façon d'en avoir plus. Jacques Bilderit. Allez-y, c'est fait. Oui, bonjour, Jacques Bilderit. Donc, moi, je suis maire d'une commune de 1300 habitants et puis président d'une communauté d'agglomération. Je voulais revenir sur deux sujets, le sujet de la légitimité et puis le sujet du territoire. Sur la légitimité, vous avez parlé de la légitimité des agriculteurs, vous avez parlé aussi de la nécessité de la légitimité de la démocratie locale. Est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui, suite au Covid, donc je ne sais pas si on a bien repéré ces exemples, mais de territoires qui se soient saisis de ces sujets-là de manière assez démocratique ou du moins de manière assez partagée. Et la deuxième chose, c'est le territoire, parce que sur certains sujets, Joël parlait des sujets quartiers, je vois bien, mais si je prends le domaine de l'eau, ce n'est pas un sujet que je peux aborder de manière communale. C'est un sujet qui doit s'aborder de manière de bassin suivant. Et donc on n'a pas la même légitimité, on n'a pas le même territoire sur lequel on doit agir. Donc, c'était juste pour voir si vous aviez déjà peut-être d'abord des commentaires là-dessus et puis si vous aviez des exemples sur des territoires qui se sont saisis de ce sujet, même si la période post-Covid, on y est juste là et donc je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de recul. Oui, on est en plein dessus. Mais je vais vous donner, vous voyez, par exemple, moi, je fais de la formation d'officier des pompiers. J'aime bien parce que ça me change depuis quelques années. Ça fait quelques années que je leur dis, ceux de Marseille, je leur dis, ceux de Lille, je leur dis de venir se former à Marseille. Ceux de Marseille, je leur dis d'aller se former dans le Maghreb. Parce qu'il faut se dire qu'il y a des sociétés qui savent vivre, par exemple, avec les incendies, fait vivre, qui savent les combattre mieux. Le sud de la France, on a fait des progrès énormes. Regardez comme il y a beaucoup moins d'incendies qu'il y a 40 ans. Mais la question va se poser. Donc, je veux dire, il faut se dire qu'il y a des endroits où les problèmes qu'on découvre, eux, ils les ont déjà depuis longtemps. Donc, il y a des choses à apprendre de ces sociétés qui sont au sud, notamment sur le rapport à l'eau, le rapport à l'arrosage, etc. Je pense que c'est une chose qu'il faut dire. Les codes culturels des solutions, souvent, elles existent un peu plus au sud. Parce que d'une certaine façon, même si c'est un peu schématique, EDF dit parfois il y a plusieurs changements dans le phénomène climatique, dont le premier, ça va être de déplacer le climat de 300 à 400 km. Donc, en gros, un des éléments, c'est qu'en gros, on va avoir dans 20 ans ce qu'on a à 400 km au sud. C'est un des éléments.
Donc, les variétés, les changements de variétés, etc. De façon à ce que la société… Après, si vous voulez, il y a des régions, par exemple dans le Nord, curieusement, mais où il y a longtemps qu'il y a de la concertation, où il y a des débats, par exemple, sur les végétaux, des grands débats sur quels sont les végétaux qu'on doit planter, si on intègre le réchauffement climatique, si on veut qu'un arbre, ça vit longtemps, donc le temps qu'on le plante. En ce moment, on dit en France, il faut planter des millions d'arbres, mais oui, mais quelles essences et à quel endroit? Donc, avec quel effet? Est-ce que tout le monde sait qu'un arbre, c'est 4 climatiseurs? Donc, ça a un effet en termes d'économie de consommation, autre chose que vous avez dit sur l'eau, sur l'ombre, etc. Bon, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Donc, je crois que des endroits test parfaits, il n'y en a pas vraiment. Et en plus, dès qu'on va vers le local, on va vers du culturel, c'est-à-dire que nos territoires ne sont pas du tout homogènes. Une commune bretonne n'a pas les mêmes solidarités que les territoires de Charente, où il y a effectivement toutes ces cultures-là, celles qu'il peut y avoir chez vous, qui compris, il n'y a pas les mêmes traditions politiques, etc. Donc, il n'y a pas de modèle vraiment. Je ne peux pas vous en citer de manière claire. Mais il faut toujours se dire qu'il y a d'autres régions qui connaissent déjà le même problème. Vous voyez, moi, souvent, quand je vais sur la façade atlantique, je dis aux gens, mais en ce moment, avec l'arrivée des nouvelles populations, les problèmes fonciers que ça pose, les concurrences entre les enfants du pays et les gens qui ont les moyens de se payer des choses, allez un peu voir ce qui se passe en Provence, parce qu'il y a 50 ans qu'on se traite ce problème en Provence. On a l'habitude d'une surarrivée de population, donc comment on gère ça? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en allant voir plus loin. Mais après, sur l'eau, là où vous avez absolument raison, je suis bien d'accord avec vous, c'est que c'est des questions de bassin, c'est que ce n'est pas que des questions communales, bien sûr. En plus, c'est plutôt des questions de communauté de communes. C'est sans doute en grande partie la question du département. Excusez-moi de le dire, mais on a un peu un désordre démocratique dans nos territoires. Vous savez, quand les gens font en moyenne, en France, on fait en moyenne 60 km par jour. La taille d'un canton, vous voyez, il n'y a pas grand monde qui sait encore ce que ça veut dire. Donc, on n'a pas aussi adapté la démocratie, j'allais dire, aux aires de vie des populations. Or, sur des sujets comme ça, la commune est un lieu fondamental, mais c'est un peu petit souvent, pas toujours. Alors, des fois, il y a des communes qui sont plus grandes, mais c'est pas chez vous. D'ailleurs, chez nous, en Provence, on a des communes immenses. La plus grande commune de France, c'est Arles. Ils ont toute la Camargue, en plus. Bon. Donc, eux, ils ont un territoire écologiquement homogène. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Et donc, effectivement, les échelles de territoire sont à discuter, à réorganiser, les mettre en scène, etc. Je suis absolument… Non, mais il y a un énorme chantier. Mais il faut se dire qu'on est dans une crise. On est dans quelque chose de mortel. Et en même temps, il y a plein d'opportunités. Mais si on sait être innovant, si on sait redécouper les cartes politiques, si on sait recréer de nouvelles structures, si on sait se mettre à expliquer, si les enseignants dans les écoles expliquent aux enfants la question de l'eau, comment ça fonctionne, etc. C'est aussi de la pédagogie. Vous voyez, il y a tous ces sujets. Je dirais, vous savez, bien souvent dans nos familles, je ne sais pas comment c'est chez vous, c'est par les enfants qui sont à l'école, qui rentrent et qui disent oui, mais maintenant c'est comme ça, etc. L'école, ça forme les adultes aussi, ça ne forme pas que les enfants. Vous voyez, il y a tous ces énormes boulots pédagogiques, il y a à faire ces festivals de l'eau, il y a à faire travailler des artistes. Enfin, je veux dire, il faut en faire un événement de société et il faut se dire une chose, le but, c'est une sobriété heureuse. Ce n'est pas une sobriété qui casse les pieds, qui empêche de vivre, ça n'a aucun sens. Donc, comment faire une sobriété heureuse dans un bouleversement qui va à toute vitesse, mais en disant notamment aux gens, il y a plein d'opportunités, il y a des boulots, il y a des adaptations des métiers qui vont être passionnants. Il faut pas le penser comme une restriction. C'est comme la révolution industrielle qui a changé le monde. On est dans une révolution qui va changer le monde. Quand le monde change, il faut en faire une joie de vivre, une joie de découvrir, même si ça a des contraintes, bien sûr. Mais ça a aussi eu des contraintes, la révolution industrielle, le fait d'aller travailler en usine, il y a qu'à lire les textes de l'époque sur le monde industriel, c'était terrible. Mais il faut avoir cette joie d'un projet qu'on va partager et on va gagner. Propos d'optimisme, Jean-Luc. Oui, bonjour Monsieur Viat, Jean-Luc Reigne, directeur de la coopérative Unicoque. Nous faisons des noisettes sur ce territoire. Alors j'ai entendu de votre part le message, les problèmes sont globaux et les solutions sont probablement locales. C'est bien l'angle qui a été pris par le GIE thématique et en particulier dans l'organisation de ces journées, de la précédente et de celle-ci. Donc je comprends qu'on est dans le vrai. J'ai une question moi, par rapport à la réticence sur le stockage lui-même. J'ai fait un petit calcul sur le département du 47, on a 49 000 hectares imperméabilisés. Ces 49 000 hectares de routes, de béton, etc., ils ne stockent plus d'eau. Le petit calcul, c'est que ces 49 000 hectares, ça représente 100 millions de mètres cubes non stockés. 100 millions de mètres cubes, si je le mets en relief de la consommation pour l'irrigation, c'est 100 millions de mètres cubes aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 49 000 hectares de territoires imperméabilisés qui ne stockent plus d'eau.
Et par ailleurs, on a besoin de stocker 100 millions de mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent pour notre consommation agricole. Donc, normalement, on devrait s'enclencher sur une discussion constructive assez facilement. Et d'où ma question, la réticence sur cette dynamique de stockage et de gestion, pour vous, aujourd'hui, sociétalement, elle est plus sur le stockage lui-même, sur le sentiment de privatisation de la ressource, ou sur les usages humains eux-mêmes qui sont considérés comme non vertueux? J'allais vous dire tout en même temps, malheureusement, si vous voulez. Moi, je crois que l'élément premier, c'est la peur. C'est-à-dire qu'effectivement, on a peur. On a peur pour nos enfants, on a peur effectivement qu'il y ait un manque, que ça ne soit pas possible. Et donc, la peur, ça amène à l'affrontement. C'est extrêmement dangereux, la peur. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, moi, j'ai été élu local, donc je m'étais occupé de l'eau un peu. Donc, bon, pour les gens, l'eau, c'est un bien gratuit, quoi. Donc, leur expliquer que oui, l'eau, c'est un bien gratuit, mais il y a des gens qui la travaillent, qui la récupèrent, qui la recyclent, etc. Donc, ce qu'on paye, c'est le travail qui est sur l'eau et pas l'eau, d'une certaine façon. Donc, c'est la même question qui est posée maintenant. Donc, je pense qu'il y a tout ça en même temps. Mais je vais vous dire aussi, je pense que dans 10 ans, on n'en parlera plus, parce que dans 10 ans, on aura une culture effectivement différente du rapport à l'eau. On est dans l'émergence d'un nouveau sujet, si vous voulez. Et donc, cette émergence d'un nouveau sujet, il faut expliquer. Vous voyez, même moi, j'ai mis du temps à comprendre les chiffres, les milliards de mètres cubes qui tombent, etc. Il y a tout un travail. Donc, la société a un travail d'éducation à faire pour chacun d'entre nous. Et donc, si vous voulez, c'est là, on est dans cette période-là. Donc, il y a une période d'affrontement. Mais petit à petit, on va rentrer dans la guerre climatique. Et quand on rentre dans une guerre climatique, à un moment, on avance vers l'objectif. Et c'est ce qu'on va faire. Mais on est au début où on discute de ça. Je suis sûr que les gens qui manifestent, par exemple l'autre jour contre les bassines, d'abord au-delà, les ultra-gauchos qui sont venus pour taper sur la policier. Mais si vous voulez, la plupart d'entre eux sont de bonne foi. Ils n'y connaissent rien aux questions de la circulation de l'eau, de l'agriculture, etc. Mais ils ont une angoisse. C'est qu'effectivement, on déstructure ça. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que le monde agricole, si vous voulez, est perçu assez négativement. Pas la campagne, la paysannerie, on aime bien. Mais on a toujours l'impression que les paysans, avec la chimie, tout ça, ils ne veulent pas changer, etc. Bon, et si vous voulez, d'une part, ça veut dire que les efforts qui sont faits par le monde agricole ne sont pas perçus. Et c'est quand même pas uniquement la faute des autres, un peu. Et puis aussi, peut-être que le monde agricole va pas assez vite, si vous voulez. Donc, il faut aussi se demander partout. Et puis, il faut se demander qui paye. Parce que, tout ça, c'est de l'argent. Modifier la stratégie d'une exploitation, c'est compliqué. En plus, on est dans des questions dans nos régions. Il y a quand même un énorme problème de succession foncière, faut pas se cacher. Je veux dire, parce qu'on a énormément de jeunes filles qui viennent dans nos écoles agricoles de la ville, mais qui n'ont pas accès au foncier parce qu'elles ne sont pas de familles paysannes. Et puis, on a des vieux paysans qui arrivent à la fin de leur vie et on a pas mal de familles paysannes où les enfants n'ont pas envie de reprendre. Donc là aussi, il y a un enjeu énorme parce que le renouvellement des générations va aussi modifier le rapport dans le monde agricole lui-même avec ces questions, si vous voulez. Donc, il faut mettre tout ça sur la table. C'est un sujet extrêmement compliqué parce que regardez l'âge moyen des agriculteurs dans vos régions, mais partout. Donc, si là, on est sur tous ces sujets. Peut-être qu'à terme, la terre ne sera plus partout privée. Peut-être que les régions vont en prendre une partie. Peut-être qu'on fera beaucoup plus de politiques d'installation de jeunes sur des surfaces plus petites, qui donc ont un rapport différent. Peut-être qu'on va enlever une partie du goudron. J'ai entendu vos chiffres, ils sont terrifiants, quoi. Il y en a qu'il faut laisser. Je ne dis pas qu'on va remettre de l'herbe sur les autoroutes, mais il y a plein d'endroits aussi, les parkings, le supermarché, etc. Il y a des immenses surfaces dans les zones industrielles qui sont entièrement bétonnées. Il est clair qu'on va en démolir une partie. Il faut rendre à la nature sa liberté d'absorber l'eau. Je veux dire, c'est un enjeu absolument majeur, parce que sinon, elle tombe et en partie s'évapore. Une partie glisse vers des réserves, mais sur une autoroute, tout ça, l'eau, elle s'évapore énormément. Donc, tu vois, tout ça, c'est pour ça que je dis, c'est des sujets qui sont devant nous. Et il faut raconter une histoire, si vous voulez. Il faut dire que c'est une nouvelle histoire du rapport à l'eau, du rapport au territoire. Ça modifie l'ensemble des arts de vivre et des outils. Mais il ne faut pas commencer à dire on va fermer les piscines pour arroser les champs, vous voyez, parce que là, on ne s'en sortira pas. Il faut se demander effectivement comment on avance ensemble. Moi, c'est ça le message que je vais essayer de faire passer. Moi, je pense que ça va arriver parce que c'est des sujets passionnants et au fond, si vous voulez, mais la première chose, c'est avoir moins peur et notamment que les jeunes femmes aient moins peur. Parce que si les jeunes femmes ont peur, à ce moment-là, une société qui fait plus d'enfants, allez faire un tour au Japon et vous verrez que c'est pas très rigolo. Merci Jean-Pierre. On va terminer donc sur ce propos à la fois optimiste et puis sincère. Merci Jean-Pierre. Vous pouvez rester à vous pour écouter la suite si vous le voulez.